Pas du jeu à fond. Il m'avait fait appeler. Il désirait qu'un ami de l'impératrice peut rendre moine aimer le breuvage qui allait lui être présenté. Sa pensée se fixa sur moi. La nation étant faite pour moi, me dit-il, que je lui dois le sacrifice de ma plus chère affection. Je n'ai pas assez jeune pour que je puisse me tenir comme mon successeur. Je ne suis pas assez vieux pour ne pas espérer d'avoir des enfants, et cependant, je ne peux en espérer d'elle. Le repos de la France exige que je me choisisse une nouvelle compagne. Depuis plusieurs mois, l'impératrice vit dans les tourments de l'incertitude. Tout est terminé pour une nouvelle union. Vous êtes le mari de sa nièce. Elle vous honore de son estime. Voulez-vous vous chercher de lui annoncer cette triste nouvelle et de la préparer à sa nouvelle destinée? Je lui répondis que ma position vis-à-vis de l'impératrice ne me permettait pas de me charger d'une telle commission, que l'attachement que je lui avais voué ne me donnait aucune raison plausible pour justifier une telle infortune, et qu'il me paraissait plus convenable que sa majesté voulût bien donner un tel ordre à quelqu'un qui fût dans une position moins délicate pour un tel ministère. Je ne me parus pas en français de mon refus, et il chargea M. N, qui s'en quitta avec délicatesse et succès. L'arrivée du prince Eugène fut une grande consolation pour elle. Lorsqu'au conseil devant l'empereur en présence des grands officiers de l'Empire, elle fut obligée de déclarer qu'elle consentait au divorce. Elle y déploya une telle grandeur de courage et une telle fermeté d'âme que tout le monde en fut profondément ému. Le lendemain, elle quitta les Tuileries pour n'y plus rentrer. L'empereur avait passé quelques heures la vie auprès d'elle. Sa douleur était profonde et cette âme que les événements les plus graves n'avaient pu arrêter ni émouvoir un instant fléchit les genoux devant cette excellente femme et répondit des larmes abondantes. J'étais allé la voir le matin de son départ. Quelques personnes de la cour vinrent froidement lui faire leur adieu. Elle lui offrit avec embarras des vœux sans sincérité. Et quand elle monta en voiture avec la comtesse d'Albergue, sa dame d'honneur, et avec son chevalier d'honneur, il ne restait plus personne pour lui présenter un visage reconnaissant. Déjà, tous les vœux, toutes les prétentions étaient pour la nouvelle cour. L'empereur se retira à Trianon pendant 15 jours. Sa douleur y fut très profonde, mais l'archiduchesse arriva. Et de ce moment, il se livra à tout le plaisir que lui promettait cette nouvelle union. La fortune, qui jusqu'alors avait secondé son génie, lui donna cette nouvelle faveur sans réserve. La nouvelle impératrice était d'une taille élevée, bien faite, et d'une santé robuste. Elle se présentait parée de grâce et de la beauté qui accompagnent ordinairement la jeunesse. Sa figure était remarquable par tous les caractères de physionomie qui distinguent la famille impériale d'Autriche, mais avait éminemment celui de la bonté, et contre l'ordinaire de la famille, son sourire était aimable et doux. L'éclat qui l'environnait, la splendeur du premier trône de l'univers, tous les arts jaloux de lui plaire, un cœur jeune, brillant et guerrier à ses pieds. L'empressement de l'empereur, dont elle avait l'imagination frappée depuis plusieurs années, lui rendront les sujets de Paris enchanteurs. Elle s'en expliqua souvent avec une naïveté et une chaleur qui la faisait aimer. Les cérémonies du mariage se firent avec une grande pompe. Beaucoup de gens cependant se rappelaient l'arrivée de l'archiduchesse Marie-Antoinette et la fatale soirée de feux d'artifice donnée sur la place Louis XV, où tant de gens périront.
On s'est plaisé dans le public à comparer ces deux époques, surtout à l'occasion de la fête donnée au Champ de Mars par la garde impériale. Fête superbe où l'ordre le plus admirable avait régné. Au milieu de 6 000 personnes réunies dans une salle en bois, bâtie à la hâte, est entourée de plus de 80 000 personnes qui peuvent jouir du feu d'artifice. Toutes ces réjouissances étaient terminées lorsque l'empereur crut pas devoir refuser une soirée offerte par l'ambassadeur d'Autriche, prince de Schwarzenberg, dans son hôtel rue de Montblanc. La réunion était de 600 personnes. Au moins, il peut contenir tant de monde. Dans un hôtel peu considérable, l'ambassadeur avait fait construire en bois une salle en rectangle dans le jardin, mais faisant suite aux bâtiments de l'hôtel. L'architecte n'avait mis que 4 jours pour terminer tous les préparatifs. Il eut le malheur de fixer le plancher de la salle et de l'autre côté, sur le rocher d'une grotte qui n'avait jamais, je crois, connu une filet d'eau. La galerie, également en bois, avait été construite pour servir de sortie sur la rue de Provence. C'était au commencement de l'été, la chaleur était extrême, des draperies en gaz, en mousseline, et des guirlandes à profusion entouraient le salon et tous ses avenues. Une immense quantité de bougies échauffaient encore l'atmosphère et communiquaient à tous ces animaux une sécheresse inflammable. Une bougie s'inclina près du rideau à la galerie et mit le feu. Un chambellan dont l'état était très élevé, sans peu-sous, s'arracha, mais la flamme s'étendait avec une telle rapidité qu'elle gagna en quelques secondes le salon et se répandit brusquement autour de la salle. Tout le monde se précipita dans les jardins, mais quand il n'y avait qu'une porte, la foule se pressa sur un seul point, brisa les planches du parquet et beaucoup de personnes tomberont au fond à plus de 5 pieds. Alors le désordre fut au comble. Les cris de désespoir et d'effroi, l'épouvante et le désir d'échapper au danger qui ne connaît plus ni le sexe ni le rang réduiront cette scène affreuse. Bientôt le feu ayant éteint et consommé le comble de la salle, le plafond s'abîma et ne présenta plus qu'une vaste fournaise. L'incendie avait tout envahi 3 minutes. Le feu dévorait ses victimes jusque dans les jardins et même dans les rues, où elles se sauvaient en 2 minutes. Et le reste de leur vêtements enflammés. L'empereur s'était retiré au moment où le feu gagnait le salon, mais après avoir mis l'impératrice sur été revint promptement en habit de vie avec le prince Lucien qui avait sauvé la princesse Auguste par une grande présence d'esprit. Alors le spectacle était horrible. Des malheureuses femmes tombées sur le plancher avions cherché à gagner des sous qui leur étaient offerts à travers les pieds qui les soutenaient. Mais déjà à moitié brûlées, elles tendaient en vain leurs bras couverts des plaies épouvantables à travers les barreaux et ne feront secouru que lorsqu'il n'était plus temps. Celles qui feront sauver périront dans l'affreuse de leur peu de temps après la princesse de la légende, femme aussi remarquable par sa beauté que recommandable par ses vertus, ses sauvages, ses vêtements et son corps à demi brûlé chez aux pauvres portières tout l'hôtel voisin. Elle ne pouvait plus parler. Cette vieille femme la couvrit de ses vêtements et un officier suédois qui l'avait sauvé dans la connaître ne peut requérir que le mot passé. Où il supposait qu'elle demeurait, il la plaça dans un fiacre. Elle la conduisait au village en la présentant de porte en porte. Enfin, ces gens la reconnaîtront et s'écrit. L'infortuné périt à la fleur de son âge 4 jours plus tard, un moment après avoir donné en pleurant la bénédiction de sa fille qui fut mariée au pied de son lit.